Bonjour, je suis Sylvie Ambroise. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La rivière Moisy est classée parmi les joyaux de la pêche au saumon grâce à ses fosses royales. Et des pêcheurs de partout dans le monde viennent dans ses eaux pour y pêcher. Je vous présente la première d'une série de 3 sur le chemin parcouru par les Inuits en lien avec leurs efforts et de leur tentative de reprendre possession de la gestion entière de la rivière Moisy. Meshtihibu est le nom de la rivière Moisy en Inuit qui veut dire « grande rivière ». La chanson de Philip Mackenzie rend hommage à cette rivière. La porte des chemins de portage qui ont nourri, ont abrité et qui a été parcourue par les Inuits du Nitassinan depuis plusieurs millénaires. Les familles Inuits accédaient par cette autoroute naturelle plus ou moins longue de 200 000 en partant de l'embouchure jusqu'à Ashwanipi, afin de rejoindre et d'occuper leurs territoires respectifs. À travers mes recherches, j'ai vu qu'il y avait plusieurs possibilités là, dans le territoire quand même, là, puis à travers en parlant avec d'autres aînés, puis ils ne prenaient pas juste la rivière Moisy. Johan Jérôme est un étudiant pour l'Université Laval en géographie. Il travaille l'été pour le conseil de Ouashat Macmillan en recherche pour les perches. Il s'est découvert une passion et a décidé d'en faire son métier. Il s'est donné pour mission de réouvrir les anciens chemins de portage sur le long de la rivière Moisy. La rivière Sainte-Marguerite, puis la rivière Macpaille, Saint-Jean, toutes les rivières étaient utilisées par les Inuits quand même parce que, pour tout dépendamment, le gibier, ils couraient après le gibier, après le caribou pour... c'était ça pour survivre. Les chemins de portage étaient parsemés de plusieurs points d'arrêt. C'est sur ces chemins de portage que les Inuits tentent de renouer maintenant en faisant des expéditions depuis quelques années. Quand je trouvais à travers mes recherches, je trouvais dans les cartes, juste les toponymes, là, on voit que c'est quand même assez large. Je n'ai pas fait encore tout le côté, mais je sais juste en regardant ça, il y a d'autres portages qu'on est en train d'étudier puis qu'on veut rouvrir prochainement, peut-être dans les années à venir. Tu sais, il y a le portage du Kakadiat qui est très... c'est difficile, là. Un des sites importants dans l'histoire de la rivière Moisy est le site des Perches. Situé au milieu de la rivière en son entier, ce site est un endroit empreint de signification. C'est l'endroit où les familles plantaient leurs perches après avoir monté la rivière et passé à une autre étape. Pour moi, la perche pour monter la rivière. Celle de passer plusieurs plateaux reliés entre elles par une centaine de pieds chacune. Ce portage-là, on l'appelle Kakadiat, ça veut dire comme Kakadiat, ça veut dire sur plusieurs paliers, comme tu montes, là. Je dirais qu'en débutant le portage, tu vois que c'était en montant. Tu pouvais quasiment pas le monter en ligne droite là. Tu le montes en diagonale, puis ça doit monter, 100, 150 pieds certains, là. Puis vraiment à pic, là. Puis après ça, tu es dans un plateau. Là, tu marches, puis là, tu remontes après. Jérôme décrit la première fois qu'il a atteint le site de Kakadiat, le site des Perches. Puis les gens, ils ressentent une grosse émotion quand ils arrivent là. C'est vrai, tu sais, toi, tu ressens ça, regarde, une fierté en plus en tant qu'Inuit d'avoir vu ça, puis de voir un tel site là. Puis souvent, on nous dit, tu sais, à l'école, on apprend, à l'école québécoise, c'est comme si on n'existait pas, tu sais. Jérôme dit que la préservation des perches est due à l'eau et au sol vaseux de la rivière. Ils sont en train de dater les perches. Cet été, c'était justement ça, notre projet de recherche était axé sur ça, sur la datation des perches, puis on est monté avec des spécialistes. Pour l'instant, on n'a pas de date précise, mais selon les experts, ils disaient que c'est minimum 300 ans. Johan Jérôme soutient que cela ne sera pas le vrai chiffre pour ces vestiges, mais au minimum, il y aura une preuve moins irréfutable sur l'occupation des Inuits sur le Nitassinan.
Alors que la plupart des gens reconnaissent maintenant la rivière comme partie du territoire ancestral Innu, l'accès à certaines parties ont été refusés pour de longues périodes aux Inuits par les propriétaires de terrains privés. Certains refusent encore de reconnaître les droits des Inuits ici. Pas juste le site qui est important, c'est tout le territoire, l'utilisation, l'histoire, notre histoire, c'est aussi de restaurer notre histoire, puis de donner ça aux bancs d'école, puis même en commençant par nos écoles à nous autres, puis on parlait de tout ça. C'était quoi? C'était juste une petite partie, là, on pourrait dire, le mode de vie là, des chemins de portage, mais il y a d'autres choses qui embarquent aussi, les légendes, les histoires. Il y a beaucoup de choses à apprendre, puis de donner ça aux jeunes, sais-tu, de devoir de renforcer l'identité Innu, puis on est des grands nomades. Pour la prochaine partie de notre série sur la rivière Moisie, nous examinerons la place que prend le saumon dans la vie des Inuits. Sylvie Ambroise, nouvelle nationale d'APTN, Magnotenam. La soirée d'ouverture du 31e Festival de présence autochtone s'est déroulée en personne au Cinéma Impérial à Montréal. Malgré les mesures sanitaires, le public était au rendez-vous, tout comme notre journaliste Shushan Bacon. Fébrilité et excitation se faisaient sentir à la première du Festival Présence autochtone de Montréal. La projection de 5 films était à la programmation, dont Ashes and Embers. Pour Alex Vanderdonk-Ferrand, cette soirée était particulièrement marquante. Son premier film était à l'affiche. Je suis honorée d'avoir été choisie pour partager la voix de ces personnes-là. C'est surtout ça. Je me sens responsable. Fait que j'espère que ça va bien se passer. There are no signs that say that there was once an Indian residential school here. L'histoire raconte des enfants autochtones ayant mis le feu à leur pensionnat. Selon Vanderdonk-Ferrand, le sujet vient du scénariste Floyd Flavel, qui est originaire de cette communauté. Puis lui, c'est une histoire qui l'a toujours fasciné, puis c'est l'histoire de son père, en fait. C'est son père qui lui a raconté. C'est l'histoire de sa communauté et des communautés autour de sa communauté Poundmaker en Saskatchewan. Monica Hillé, directrice générale d'APTN, dit qu'il est essentiel d'avoir des festivals qui soutiennent les talents autochtones. C'est important pour nous de partager nos histoires et de les partager de la façon dont on veut les partager. Donc, en tant que diffuseur national autochtone au Canada et Présence autochtone étant le festival ici à Montréal, bien, je pense qu'on se rejoint et il faut s'encourager et se soutenir. Charles Bender, président de Terre en Vue, organisme qui met en œuvre Présence autochtone, invite le grand public à venir au festival qui est ouvert pour tous, pas seulement aux Autochtones. Ce que j'apprécie aussi du festival, c'est le fait qu'il se soit ouvert aux arts picturaux, à la littérature, aux arts vivants, dont je fais partie, qui va s'ouvrir au théâtre, à la performance, à la musique. Donc c'est ça qui fait pour moi un festival qui est exceptionnel, qui est extraordinaire, qui est essentiel, qui est important, en plus de toute sa mission qui va couvrir le 7e art, l'art du cinéma. Les festivaliers peuvent participer aux différentes activités jusqu'au 11 août 2021. C'est sur le site internet présenceautochtone.ca que le public peut réserver leur place pour les activités gratuites ou acheter leur billet de la programmation en salle. Bender ajoute que le premier mandat au festival est de donner une plateforme à tous les créateurs cinématographiques et de prendre cette plateforme en tant que Première Nation. On a besoin de ces gens-là qui vont prendre contrôle du narratif, qui vont prendre contrôle de ce média-là pour le transformer en média qui est profondément autochtone, qui nous représente vraiment, qui est utilisé d'une manière originale, une manière innovatrice, une manière à laquelle on n'aurait pas nécessairement pensé à l'intérieur d'un cadre colonial, qui vont vraiment décoloniser l'utilisation de ces écrans-là. Shushan Bacon, nouvelle nationale d'APTN, Montréal.
Au retour, on vous parle du variant Delta de la COVID-19 qui a fait une percée à Kahnawake. Restez là. Re-bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Le nombre de cas quotidiens liés à la COVID-19 au Québec a atteint des sommets inégalés depuis mai. Par conséquent, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il utilisera des passeports vaccinaux pour empêcher la transmission du variant Delta. Sauf que le variant a atteint le territoire mohawk de Kahnawake. Un reportage de Lindsay Richardson. Cela fait plusieurs semaines que le Conseil Mohawk de Kahnawake a participé à une séance d'information sur la situation liée à la COVID-19. Mais en raison de l'augmentation récente des cas, le commissaire de la Sécurité publique a affirmé. Les autorités l'ont confirmé. Le variant Delta de la COVID-19 circule maintenant à Kahnawake. Un communiqué de presse émis par le conseil de bande confirme au moins 14 cas actifs de COVID-19. Lloyd Phillips n'a pas dit exactement combien de cas liés au variant Delta existent à Kahnawake, mais il a déclaré que la communauté a maintenant le plus haut taux d'infection par habitant du variant Delta au Québec. This is a stark reminder that COVID is still here, and now the Delta variant is here, and we must remain vigilant. We must understand that. As normal as things seem to be coming around slow but sure, we can't let down our guard. Ils remettent donc leur garde en place. Les entreprises de Kahnawake tiendront désormais des registres pour mieux retracer les contacts. Le port du masque est maintenant obligatoire dans les rassemblements extérieurs des membres de la collectivité non vaccinés ou partiellement vaccinés. 66 % des résidents de plus de 18 ans de Kahnawake ont reçu leurs 2 doses du vaccin contre le COVID-19. Mais la pression est toujours là. We've talked about herd immunity, and we've been trying so hard to try and get our 80% here in Kahnawake. But with the Delta variant right now going around the country, they're looking at now as possibly needing 95% effective vaccinations to be able to get good herd immunity. Selon les données de la santé publique du Québec, le variant Delta est actif dans l'ensemble de la province. Les nombres de cas ont presque quadruplé en 1 mois. Donc, pour Kahnawake, les mesures à prendre pour contenir la 4e vague doivent commencer maintenant. It's important that the community understand that we are in somewhat of a fragile state. It's an individual decision, but as Kahnawake and as Mohawk people, the collective always comes first. Seulement 67 % de la population du Québec est entièrement vaccinée et le gouvernement estime que ce n'est pas suffisant pour prévenir les cas du variant Delta. Le premier ministre François Legault a donc affirmé que le gouvernement fera bientôt appliquer les passeports vaccinaux. Les détails et peut-être d'autres restrictions devraient être révélés dans les prochains jours. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Un homme Anishinaabe de Kitsakik a été atteint par balle par la Sûreté du Québec lors d'une intervention policière dans la communauté. Le chef de Kitsakik affirme avoir reçu plusieurs versions, mais il semble n'avoir aucune certitude sur l'incident. Un reportage de Shouchante Bacon. Kitsakik, une petite communauté Anishinaabe de 483 membres. Elle a récemment vécu un événement dramatique dans lequel Matt Wayne Gunn, 33 ans, s'est fait hospitaliser à Val-d'Or. Le Bureau des enquêtes indépendantes a annoncé le 1er août le déclenchement d'une enquête à Kitsakik sur l'intervention policière. Selon le BEI, Gunn aurait été atteint d'au moins 2 projectiles alors qu'il voulait s'introduire de force et menacer une femme dans sa résidence. Il y a différentes versions. Tu as la version de la famille, tu as la version des policiers. Je sais pas sur quelle information qui devrait être conclue, véridique ou... D'après le chef Panasway, la communauté espère connaître la vérité. Surtout en sachant qu'il y a un projet pilote de caméras portatifs à la Sûreté du Québec dans le secteur de Val-d'Or depuis juillet. C'est quand même des choses qui
pour moi, ça pourrait atténuer ou plus avoir une meilleure version. La SQ affirme qu'il y a bel et bien un projet pilote de caméras portatifs à Val-d'Or pour une période de 6 mois. Voici le protocole de mise en activation des caméras portatifs. La caméra va être activée lorsqu'il fait une interpellation policière, c'est-à-dire quand le policier va être en action auprès d'une personne qui est dans le besoin, exemple, il va activer sa caméra, va tenter d'avoir les informations, il va annuler sa caméra par la suite. Elle va aussi être activée lorsque le policier va retirer son arme à feu de son étui ou le pistolet taser. Ça va se faire de façon automatique. Richard ajoute qu'il y a 4 secteurs choisis au Québec pour le projet pilote de caméras portatifs. 10 policiers portent ces caméras par secteur. Les policiers l'utilisent déjà et ça fait déjà partie des choses, des documents qui vont être transmis autant au niveau de suivi judiciaire que ça peut être dans d'autres suivis. Il ne faut pas se leurrer. Dès que le policier va avoir cette caméra-là sur lui, qu'elle va enregistrer, ce document-là peut servir de preuve dans toutes les instances judiciaires qui suivent. Matt Wingun est sorti de l'hôpital et il est sous détention. Il a comparu au palais de justice de Val-d'Or pour des accusations de voies de fait sur 2 femmes et voies de fait sur 3 agents de la paix. Mais reste-t-il que Kik-Sa-Kik veut toujours connaître la vérité sur cette fameuse nuit du 1er août. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, je vous présente une entrevue avec Sean Duluth, chef de police Mohawk d'Akwesasne. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Cette semaine, nous recevons un membre des services de police autochtones. Sean Duluth est le chef de police pour la communauté Mohawk d'Akwesasne et président de l'Association des directeurs de police des Premières Nations et des Inuits du Québec. Il vient discuter avec nous de l'état des services de police autochtones au Québec. Oui, Monsieur Duluth. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue. Merci. Ma première question est de savoir pourquoi les communautés ont des avantages à avoir un service de police. Mais pour une communauté, avoir son propre service de police, ça permet à la fois aux policiers et puis aux gens de la communauté de mieux se connaître. Et puis, quand les gens sont plus familiers, on a tendance naturellement de vouloir parler et discuter un peu plus ouvertement. Donc, un exemple, c'est que quand on voit les mêmes policiers, mêmes policières, jour après jour, année après année, parfois on vient qu'à les connaître personnellement parce que les communautés sont quand même pas grandes, c'est petit. Et le moment venu de loger un appel au service de police, des fois ça peut être facilitant ou aidant de savoir que le policier ou la policière qui va venir répondre à notre appel, les barrières de connaissance et puis de compréhension de ce qu'on vit sont moindres ou totalement pas présentes. Donc, je crois que avoir une présence familière connue de part et d'autre, c'est plus facilitant et puis les gens vont être plus portés à vouloir loger l'appel que parfois, des fois, ils n'oseraient pas, pour des raisons que je viens de vous énumérer. Donc, il peut y avoir plus de crimes qui sont rapportés, contrairement aux gens qui vont plutôt se taire que de rapporter quelque chose. Et puis, des fois, ça va pousser les victimes aussi de vouloir dire leur histoire puis d'empêcher que la victimisation elle se continue envers elle ou lui ou envers quelqu'un d'autre de la communauté. Mm-hmm. Y a-t-il des inconvénients? Je vous dirais qu'il peut en avoir des inconvénients, et puis il y en a, mais je vous dirais que les avantages sont beaucoup plus grands que les inconvénients. Un inconvénient qui me semble très apparent, c'est souvent si on travaille dans notre communauté où ce qu'on a grandi et puis que notre famille est là,
mais ça va arriver des fois qu'on soit appelé de se rendre sur les lieux d'un appel où ça peut être un membre de notre famille, frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante, qui nous appelle pour rapporter un crime ou parce que ce sont le ou la suspecte du crime. Fait que ça peut être malaisant pour le policier ou la policière qui se présente sur les lieux si on doit intervenir auprès d'un membre de sa propre famille ou voire même un ami proche ou un ami d'enfance. Justement, en lien avec cet inconvénient-là, pourquoi on a de la misère à encourager les Autochtones à aller en police? Mais pour les raisons que je viens de dire, des fois, les jeunes potentiels policiers, policières futurs, ils disent, bien, regarde, moi, je ne voudrais peut-être pas être pris de même entre l'arbre et l'écorce où je dois intervenir auprès de ma famille ou des amis de longue date. Et puis, il y en a totalement le contraire. Ils vont dire, regarde, moi, je veux aider ma communauté, je veux aider mes amis, les gens de la place. Puis, tu sais, on dit, c'est les gens de la place. C'est pas non seulement les gens de la place. Il y a du monde qui sont de passage, il y a du monde qui viennent en visite dans les communautés. On voit de plus en plus, les dernières années, les attraits touristiques. Donc, on ne dessert pas uniquement nos communautés, on dessert des gens qui viennent soit en visite ou qui sont en transit dans nos communautés. Quand on parle de financement, le financement vient du fédéral et du provincial. Est-ce qu'il y a eu des mouvements dernièrement en rapport à ça, du nouvel argent peut-être? Mais c'est sûr que vous avez entendu, puis vous avez vu, dans la dernière année, il y a eu des annonces de sommes importantes qui vont être investies ici au Québec en vertu de la formation de futurs policiers, puis la formation de policiers actuels, du perfectionnement. Donc ça, c'est déjà annoncé. Il y a des pourparlers avec le gouvernement fédéral, à savoir est-ce que notre statut soit... qu'on soit reconnu comme étant un service essentiel au nom de la loi. Et puis, du moment qu'on va être reconnu comme étant des services essentiels, tout comme les services de police municipaux, les polices provinciaux ici au Québec, la Sûreté du Québec, mais le financement, il devrait être de l'ordre de pouvoir soutenir les corps de police à assumer ces responsabilités-là. Donc, c'est de bon augure. Je vous dirais que les associations, moi en tant que président de l'Association du Québec, nous avons déjà entamé des discussions avec le MSP en ce sens. Au niveau fédéral, nous avons été invités à la table pour négocier avec le gouvernement d'une entente. À quoi pourrait ressembler une attente de financement dans le futur, gardant à l'esprit qu'on soit désigné comme service essentiel. Et puis, ce que je reçois, puis que je suis content d'entendre, c'est que finalement, les gouvernements, ils nous consultent avant. Contrairement au passé où on arrivait devant des faits accomplis, maintenant, on est impliqué dans le processus décisionnel et puis on travaille de concert avec les deux paliers de gouvernement à savoir à quoi pourraient ressembler nos ententes de services futurs avec les deux paliers gouvernementaux. Est-ce que l'Association québécoise et nationale qu'est-ce qu'ils ont un rôle? Est-ce qu'ils ont un rôle dans la création des nouvelles corps de police comme, mettons, à Kanesatake? On n'a pas un rôle à jouer direct. On peut avoir un rôle à jouer futur du moment que le service de police est créé. C'est sûr que nous, on représente l'ensemble. On est l'association des chefs. Donc, c'est sûr que le chef, du moment qu'il ou elle sera choisi, vous prenez Kanesatake comme exemple, c'est sûr qu'on va l'appuyer. On est toujours là, on est une association au service des services de police et puis des chefs en question. Et puis, c'est sûr qu'on va agir à titre de mentor ou d'accompagnement, puis on va être un facilitant pour la personne quand elle sera choisie. Puis, au moment qu'on se parle, il y a 22 services de police au Québec, puis je représente les 22 services de police. Et puis, c'est mon rôle en tant que président, c'est d'appuyer les directeurs en poste dans leur quotidien. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Yamé. On a. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je vous souhaite une bonne fin de journée de la Journée internationale des peuples autochtones. Je suis Sylvie Ambroise. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Yamé.